Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Qui peut contrôler, évaluer, éventuellement sanctionner un enseignant? Ce débat oppose une partie du monde syndical au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le pacte d'excellence, cette grande réforme, prévoyait une évaluation régulière des professeurs avec sanctions possibles à la clé. Un projet contesté qui a amené les enseignants à manifester à plusieurs reprises ces derniers mois. Alors ce projet controversé, il a bien été maintenu, il a été approuvé par le gouvernement de la Fédération, mais la partie la plus sensible, celle sur la sanction des enseignants, ne sera pas appliquée avant la fin 2026. Alors pourquoi faut-il évaluer les enseignants? Qui peut le faire? Avec quelles conséquences? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre à ces questions, nous accueillons Étienne Michel, vous êtes le directeur général du CEGEC, le secrétariat général de l'enseignement catholique, et Joseph Thonon, vous êtes le président de la CGSP Enseignement, donc le syndicat socialiste de l'enseignement. Je commence avec vous, Monsieur Michel. Évaluer les enseignants, c'est un outil nécessaire pour avoir un enseignement de qualité ? Certainement. Dans le cadre du pacte d'excellence, on a pris au fond deux grandes options. Une réforme pédagogique, c'est la réforme du tronc commun, et une réforme de la gouvernance. Et cette réforme de la gouvernance, elle est fondée sur quelques principes. Le principe d'autonomie, le principe de collaboration et le principe de responsabilité. On a décliné ces principes à l'échelle des établissements. C'est le développement des plans de pilotage. Donc il y a une sorte de responsabilisation collective qui intervient au niveau des établissements. Et puis nous avons dit, ensemble, il n'y a pas de responsabilité collective sans possibilité de responsabiliser aussi les personnes, responsabiliser aussi les membres du personnel, d'où tout ce débat sur l'évaluation des membres du personnel, pas seulement les enseignants, aussi les directeurs, etc. Alors, évaluation des enseignants. Est-ce que c'est une opposition de principe ou est-ce que c'est une opposition sur les modalités telles qu'elles sont définies aujourd'hui, Joseph Thonon, pour vous? La réponse est claire, ce n'est pas une opposition de principe. Il faut évaluer les enseignants. Il y a des enseignants qui, au cours de leur carrière, ont des moments difficiles. Il faut pouvoir les sanctionner. Donc ça, c'est des fake news qui ont circulé. Nous ne sommes absolument pas opposés à l'évaluation des enseignants. Donc c'est bien sur les modalités d'évaluation que nous ne sommes pas d'accord. On va entrer dans le détail dans ce débat, mais si vous pouvez me résumer en quelques phrases les modalités qui posent problème pour vous. Alors, le projet tel qu'il est là est en deux phases. La première phase, ce sont des entretiens de fonctionnement, comme dans beaucoup de professions. Le directeur reçoit l'enseignant, il évalue, il dit si ça fonctionne bien, pas de souci, ça c'est très bien, parce qu'on a très peu d'évaluations positives dans l'enseignement, donc ça c'est une bonne chose. Si ça ne va pas, il propose un plan de développement de compétences, c'est comme ça que ça s'appelle, un PDCP, on aime bien les abréviations dans l'enseignement, et à la fin, il fait un constat. Alors si ce constat, ça ne va pas, manifestement, il n'a pas fait ce qu'il fallait, ou il a des carences. Alors, à ce moment-là, on passe au deuxième volet, et c'est là qu'on s'oppose. Alors, on va rentrer en détail sur ce qu'il y a dans ce deuxième volet. Donc, le texte qui a mis le feu aux poudres, il a finalement été adopté en deuxième lecture par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles il y a 15 jours maintenant. C'était le vendredi juste avant les vacances. On a quand même demandé à la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, si ce n'était pas une petite forme de provocation. On écoute sa réponse. C'était hier matin dans notre émission matinale Bonjour Bruxelles. Le calendrier n'a pas été choisi pour énerver les syndicats. On a fait un long travail de négociation de ce texte, notamment avec les organisations syndicales. On l'a fait évoluer, toujours dans le sens de plus de protection des droits des membres du personnel. Et surtout, je le rappelle, en insistant sur la partie 1 de ce texte, qui est un volet de soutien et d'accompagnement des enseignants. Ce qu'on a voulu faire, c'est répondre aux inquiétudes des organisations syndicales et dire effectivement, on va laisser vivre un peu le volet 1, qui est du soutien et de l'accompagnement, que tout le monde voit de manière très très positive, pour éviter que les enseignants n'évoluent avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et que ce dispositif de soutien soit forcément lié à l'idée d'une sanction. Mais effectivement, au bout d'un moment, quand le dispositif sera rodé et que tout le monde aura peut-être levé les craintes par rapport à ça, on activera le volet 2. Alors, ce que explique Caroline Désir, Joseph Thonon, c'est que d'abord elle estime qu'il y a eu concertation, qu'il y a eu co-construction de ce plan, et puis elle annonce que la phase 2, celle que vous craignez, son application est reportée à après la rentrée 2026, donc après septembre 2026. C'était une proposition d'ailleurs mise sur la table par le syndicat chrétien. Est-ce que ça vous satisfait, ça vous rassure, ou est-ce que ça vous, au contraire, confirme dans votre opposition? Alors ça me confirme dans mon opposition. En fait, quand vous avez un texte qui ne vous convient pas,
pas, qu'il soit appliqué maintenant ou qu'il soit appliqué dans 2 ans, fondamentalement, intellectuellement, je ne vois pas la différence, franchement. Il y a un point positif, il faut quand même le dire qu'il y a un point positif, c'est que pour pouvoir sanctionner, les directions doivent être formées, les PO aussi. Et donc ce temps de 2 ans va pouvoir permettre à tout le monde d'être formé. On aurait pu imaginer des écoles où on aurait été sanctionnable, et d'autres où on ne le serait pas. Ça aura quand même été un peu fort, donc ces 2 ans le permettent. Mais le texte, fondamentalement, il sera applicable dans 2 ans, tel qu'il est maintenant. Ouais. Mais donc, reporter à 2026 ou à 2028 ou 2030, ce n'est pas le problème. Il faut quoi? Il faut renoncer à cette phase 2. Ça veut dire qu'il faut renoncer à cette possibilité de éventuellement sanctionner un enseignant qui ne répond pas positivement au conseil de coaching qu'on va lui donner? Notre point de vue, c'était de dire soit on met en place un nouveau système d'évaluation, mais alors on met un temps plus long pour remettre l'enseignant dehors, employons les mots clairs, ou alors on se raccroche au système actuel qui permet déjà de sanctionner un enseignant jusqu'au licenciement. C'est ce qu'on appelle les sanctions disciplinaires, elles existent. Pour le moment, les sanctions disciplinaires, elles sont applicables dans 2 cas. Soit vous dysfonctionnez dans votre fonctionnement, je veux dire, traditionnel, soit au niveau pédagogique. Donc on peut sanctionner avec des sanctions disciplinaires un manquement pédagogique. Dans le nouveau projet, on va pouvoir le faire de 2 façons. À l'ancienne, on va l'appeler comme ça, et avec la nouvelle méthode. Donc pour nous, c'est vraiment 2 systèmes qui se superposent. On n'a pas dissocié les 2. Ça veut dire qu'il faudrait choisir un système de sanction ou l'autre. La direction ou le PE, en tout cas, choisira un des 2 systèmes en fonction des fautes qui seront reprochées à l'enseignant. Ouais. Étienne Michel, comment ça marche cette phase 1 et cette phase 2? Si on essaye de décrire la phase 1, c'est avec la direction de l'école et on émet des recommandations, éventuellement on met du coaching en place. C'est bien ça qui va devoir se passer si on n'est pas satisfait d'un enseignant dans une école? Je pense qu'il faut dire les choses assez simplement. La phase 1, c'est la généralisation des entretiens de fonctionnement dans l'enseignement, comme ça se passe dans la quasi-totalité des secteurs d'activité. Et cette phase 1, c'est celle qui va concerner la toute grande majorité des enseignants. Il n'y a qu'un tout petit pourcentage d'enseignants qui pourraient éventuellement être concernés par la phase 2, qui est l'évolution vers un système de sanctions. Bon. Je ne sais pas donner le pourcentage exactement, mais à mon avis, c'est entre 1 et 5%, pas plus, des enseignants concernés. Ouais. Quand on parle de sanctions, on parle de quoi? On parle quoi? De gens qui sont mis à pied, de retenue de salaire, de licenciement pur et simple? C'est-à-dire qu'il faut, si je peux me permettre, regarder ça un peu autrement. En tout cas, dans l'enseignement libre, aujourd'hui, le système de sanctions qui existe ne concerne que les questions à caractère proprement disciplinaire. Exemple, l'enseignant qui se présente en état d'ivresse, exemple, des fautes de gestion, des détournements de fonds, de la violence à l'égard des élèves. Ça, ce sont quand même des cas relativement extrêmes. Ça, ce sont des cas assez extrêmes. Ça veut dire qu'on ne se sépare pas d'un enseignant aujourd'hui, si on considère que c'est un mauvais enseignant, qu'il n'a pas de pédagogie, qu'il ne transmet pas les savoirs aux élèves. C'est ça le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'enseignement libre, il n'y a pas de dispositif qui permet effectivement de sanctionner un manque de compétences répétées, des carences répétées, un manque de volonté manifeste. Ce sont des dispositions qui n'existent pas aujourd'hui et dont on a besoin si on veut faire fonctionner le pacte pour un enseignement d'excellence. Ouais, c'est pas possible de se séparer d'un mauvais prof aujourd'hui, Joseph Thonon? Non, je ne suis pas d'accord, évidemment. C'est pour ça qu'on est là et qu'on s'oppose sur ce sujet-là. Moi, même dans l'enseignement libre non confessionnel, parce que le libre confessionnel, je connais moins, mais je peux m'exprimer pour le libre non confessionnel, on peut se séparer d'un enseignant qui, pédagogiquement, n'est plus à la hauteur, pour des raisons personnelles. Il peut avoir un accident Étienne Michel vient de dire l'inverse. Eh bien, moi, je dis non. On fait venir... Donc, ça ne va pas. Le directeur peut aller voir l'enseignant, déjà voir comment, pédagogiquement, il travaille. S'il n'est pas spécialiste de la matière, il fait venir un inspecteur, il fait un rapport, et il rentre dans les sanctions disciplinaires parce que cet enseignant ne remplit pas ses devoirs. Le devoir d'appliquer les programmes, le devoir d'enseigner correctement. C'est un devoir pour un enseignant. C'est repris dans le statut de 93 de l'enseignement libre. Donc pour nous, c'est possible de le faire actuellement. C'est possible, est-ce que ça arrive? Ça arrive très rarement, je le reconnais, très rarement. En tout cas, je ne connais pas les chiffres de l'enseignement libre, je ne me permettrai pas de m'avancer là-dessus, mais ça existe. En tout cas, pour l'enseignement officiel, ça existe. Ça existe dans le libre ou pas alors?
comment dire, ça n'existe pas de fait dans le libre. Pourquoi ? Parce que si vous devez mobiliser un inspecteur pour constater une mauvaise volonté manifeste, comment est-ce que vous faites enfin ? Il est évident que le jour où l'inspecteur arrive, la mauvaise volonté manifeste ne va pas se manifester ce jour-là. Donc, il y a vraiment un problème dans ce régime tel qu'il est conçu aujourd'hui. Il faut savoir que dans ce système de sanctions disciplinaires, le PO doit commencer par développer un dossier préalable, il doit réunir toute une série de preuves que le membre du personnel a dysfonctionné, il faut lui donner des avertissements, envoyer une lettre de mise en demeure, et il faut alors le convoquer à une audition devant le pouvoir organisateur. Sur cette base, le PO doit décider de proposer une sanction et puis il y a un système de recours. Ça vous semble trop compliqué ? Mais tout ça est d'une lourdeur absolument extrême et pas du tout adapté au fonctionnement d'une institution contemporaine, enfin. Alors, une des critiques qu'on a souvent entendues, en tout cas de la bouche d'une partie des enseignants, c'est que c'est l'évaluation par le directeur d'école qui pouvait poser problème, qu'il craignait que dans ce cas-là, les évaluations ne soient pas toujours impartiales, que ça puisse être un moyen de pression sur les enseignants pour toutes sortes de raisons et pas uniquement pour des raisons pédagogiques. On va écouter la réponse de Caroline Désir sur ce point et puis on entend Joseph Thonon juste après. Les directions elles-mêmes vont devoir être formées à l'évaluation, donc on va veiller à ça. Ils ne pourront jamais mener, on va dire, un entretien qui peut déboucher sur une évaluation s'ils n'ont pas vécu cette formation. Mais il peut y avoir de mauvaises directions, comme il peut y avoir de mauvais profs. La direction, c'est vraiment quand même le leader pédagogique de son école, et donc il doit pouvoir effectivement agir s'il y a des difficultés avec un enseignant. Deuxième chose, ça n'est pas le directeur ni un quelconque adjoint qui mènera le processus d'évaluation qui peut mener à des sanctions. C'est le pouvoir organisateur. Et donc là, on est sorti de ce risque, on va dire, d'arbitraire ou de règlement de compte qu'il pourrait y avoir avec une direction, puisque c'est le pouvoir organisateur qui mènera le processus. Donc le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement, le CEGEC par exemple aussi. Oui, ou les communes. Alors, Joseph Thonon, on est peut-être là dans un des nœuds du problème. Qui a le droit de sanctionner ? On entend dans la bouche de Caroline Désir, il y a bien ces deux étapes. La première étape, la phase 1, c'est avec la direction de l'école. Et la phase 2, avec l'éventuelle sanction, c'est avec le pouvoir organisateur. Est-ce que vous reconnaissez au pouvoir organisateur la compétence pour sanctionner un enseignant ou c'est compliqué ? Ou ça doit être, pour vous d'office, plutôt un inspecteur ? Non. Ça ne peut pas être le directeur seul. Donc ça, le projet a évolué. Le directeur accompagne jusqu'à la sanction disciplinaire et c'est le pouvoir organisateur qui prend la sanction disciplinaire. Ça, la ministre a bien répondu, c'est correct, c'est comme ça que le projet a été proposé. Par contre, l'enseignant va donc, comme vous l'avez dit, va être sanctionné par le PO. Maintenant, est-ce que le PO a les compétences pour sanctionner l'enseignant ? Alors, il pourra se faire accompagner par un expert. Et c'est là que toutes nos craintes arrivent. Je vais prendre un exemple qui ne concerne pas M. Michel, mais l'exemple des communes, puisque je connais bien l'enseignement communal. Le directeur de la commune, le directeur des personnels, pourra encadrer le PO pour sanctionner un enseignant. Alors là, on est au bord de tous les dangers, parce que ces directeurs communaux ne connaissent pas du tout le monde de l'enseignement. Ils connaissent peut-être tout le personnel de leur commune, mais ils ne sont pas capables, pour moi, de sanctionner un enseignant. En tout cas, au niveau pédagogique, par exemple, si c'est une carence pédagogique qui est concernée par le problème. Est-ce que vous aurez moins de craintes, par exemple, dans l'enseignement libre, le réseau du CEGEC, ou par exemple, dans l'enseignement officiel de la Fédération de Bruxelles, le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement ? Peut-être un peu moins dans le réseau WBE. Dans le réseau libre, je suppose que le CEGEC, par exemple, pourra aider les PO à prendre ces sanctions disciplinaires par une expertise juridique, par exemple. Ça n'éteint pas mes craintes. On n'est pas sûr que ça aille dans la bonne direction. Ouais. Là, je ne m'avancerai pas sur un réseau que je ne connais pas. Étienne Michel, alors imaginez que ce n'est pas Joseph Thonon en face de vous, mais un syndicat de l'enseignement libre. Comment est-ce que vous pourriez le rassurer et lui offrir des garanties pour que ce risque d'arbitraire n'existe pas ? En tout cas, le fait est que le principal syndicat représenté dans l'enseignement libre, c'est la CSC Enseignement, et que son point de vue dans ce débat diffère,
jusqu'à un certain point de M. Thonon. Je ne veux pas simplifier les. Oui, et pour expliquer à tout le monde, on a d'un côté effectivement la CSC et de l'autre côté la CLFP, donc le syndicat libéral et le syndicat socialiste qui sont opposés à cette évaluation. Voilà, mais dans l'enseignement catholique, c'est essentiellement la CSC enseignement qui est représentative. Ouais. Ça veut dire que le projet est sur mesure pour l'enseignement libre et le CEGEC, Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un débat sur l'évolution de l'inspection qui, à mon avis, n'a pas été menée complètement à son terme à certains endroits du système. Qu'est-ce qu'on a voulu? Avec le pacte d'excellence, on a voulu changer le régime d'inspection. Désormais, les établissements sont évalués par des délégués au contrat d'objectif. Ils regardent le contrat d'objectif, ils regardent la mesure dans laquelle le contrat d'objectif est bien réalisé. Ils n'existent pas encore, on va devoir les recruter. Non. Ces délégués au contrat d'objectif, ils sont en fonction et ils travaillent. Donc ça, c'est la responsabilisation à l'échelle de l'établissement. Et puis, on a voulu un deuxième étage, qui est la responsabilisation des membres du personnel, mais par leur employeur. Et l'employeur des enseignants, c'est le pouvoir organisateur. Ouais. Aujourd'hui, comment ça marche? On a tous, moi j'ai dans ma mémoire l'inspecteur qui débarque dans une classe et qui regarde un petit peu comment ça se passe. Ça existe toujours aujourd'hui, et cet inspecteur, il aura toujours un rôle demain, ou finalement avec cette réforme, le rôle des inspecteurs, il disparaît? Le rôle des inspecteurs est amené à évoluer très profondément, et il a déjà évolué très profondément, et je suis assez enclin de penser que cette évolution est peut-être un peu plus difficile dans le réseau WBE que dans le réseau catholique. Pourquoi? Parce que traditionnellement, l'inspection a, je crois, un rôle plus structurant dans le réseau officiel. Ouais. Je vous pose encore une question, Étienne Michel. Donc les écoles vont devoir rédiger des contrats d'objectifs. Elles l'ont fait. Est-ce que ça veut dire qu'avec le nouveau système, une direction d'école ou un pouvoir organisateur au-dessus pourrait se séparer d'un enseignant parce que justement il n'adhère pas au contrat d'objectif? Parce qu'il n'adhère pas, ça je pense que ça n'est pas prévu. Mais si cet enseignant exprime une mauvaise volonté manifeste ou des carences répétées dans l'exercice de sa fonction, alors ça n'ira pas. Je veux dire, l'enseignant peut rester critique par rapport au contrat d'objectif, c'est pas ça le problème. Mais une fois que le contrat d'objectif est approuvé, eh bien, il doit l'appliquer. Ouais, ce que vous entendez là, j'imagine que ça ne vous rassure pas. Pas du tout, mais c'est justement une de nos grosses craintes, c'est ces contrats d'objectifs. Alors les contrats d'objectifs n'ont pas tous été, c'est ancien, ça date de plus de 3 ans maintenant, les premières écoles qui sont sous contrat d'objectifs. Ils n'ont pas toujours été réalisés avec, M. Michel vient de le dire, avec l'unanimité de l'équipe. Il y en a qui s'y sont opposés parce que ce n'était pas dans leur objectif. Par exemple, on peut avoir une idée d'une école avec moins peut-être de réussite scolaire, mais avec une diversité de population. On peut axer sur la diversité de population. Bon, si le contrat d'objectif, c'est d'avoir 98% au CEB ou de 95%, ça ne va pas nécessairement motiver l'enseignant. Alors, il va peut-être, pour certaines directions, faire preuve de mauvaise volonté manifeste parce qu'il ne va pas dans cette direction-là. Et il est sanctionnable. Et ça nous fait peur. Alors, si la direction est un peu sensée, je pense que ça ne se passera pas, mais nous avons toujours la crainte de directeurs qui dévient vers ce genre de truc et qui disent « nous, on a peur du pouvoir régulateur, on veut que le contrat d'objectif soit réalisé, on va sanctionner l'enseignant ». Est-ce que c'est un problème aussi de confiance entre les enseignants et leur direction d'école? Parce qu'on voit en fait, avec cette réforme, qu'on donne plus de pouvoir et plus de poids à la direction d'école et que ça déséquilibre un petit peu la relation. C'est ça votre problème ou pas? Je pense que la direction d'école doit avoir la direction. Ça doit être un management, ça je ne le conteste pas. Mais je pense qu'il faut aussi l'adhésion de l'équipe. On ne peut pas réaliser un contrat d'objectif si on n'a pas l'adhésion de l'équipe. Et si on met le bâton comme motivation, ça ne marchera pas. Ouais. Est-ce que ça renforce le poids de la direction d'école, du directeur d'école de cette réforme, Étienne Michel? C'est ce que nous avons tous voulu. C'est ce que vous avez voulu. C'est ce qu'on a tous voulu, oui. Ouais. Vous dites on a tous voulu. Je rappelle que le pacte d'excellence, il est l'objet d'un fruit de coécriture, de co-construction, comme on dit maintenant. Joseph Thonon, qu'est-ce qui se passe pour qu'au début, vous soyez d'accord avec le pacte d'excellence et qu'à l'arrivée, il y ait visiblement un gros problème? Ça, c'est un raccourci. Alors, d'abord, le pacte d'excellence, c'est toutes des centaines de propositions, de mesures qui sont équilibrées au départ, en tout cas qui nous ont semblé équilibrées, mais où on a déjà mis une réserve, parce que c'est une espèce de feuille de route.
je vais dire, le danger est dans la réalisation de ces mesures. Vous étiez d'accord sur l'ensemble, mais pas sur sur certains points de détail. C'est-à-dire que tant que le projet n'est pas mis en place, ça peut être un beau projet, mais on peut avoir dans la réalisation des problèmes ou des directions qui ne vont pas toujours dans le sens des personnels. Hein. Ouais. Et donc ici, on voit que les directions d'école, et on a des directeurs affiliés, souffrent des mesures du pacte, et on voit que les équipes éducatives souffrent de ces mesures qui arrivent. Donc voilà, on émet des réserves, même si les objectifs, ça je voudrais quand même le dire, les objectifs, parce qu'on dit aussi des fake news là-dessus, les objectifs du pacte, on les partage. Une école plus égalitaire, moins de redoublement, moins d'orientation spécialisée, et évidemment que la CGSP est pour. Alors, le texte dont on parle, il est passé en deuxième lecture au gouvernement, il doit encore être voté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un peu technique. Il y a le Conseil d'État qui doit se prononcer. Ça veut dire que pour vous, c'est pas fini. Est-ce que vous avez encore les moyens de vous y opposer, ou est-ce que vous actez que vous avez perdu, peut-être pas la guerre, mais une bataille? Pour nous, on a perdu une bataille, ça c'est clair. Voilà. On prend acte de cette défaite. Maintenant, on va continuer un maximum à essayer de modifier le texte à travers le Parlement. Pourquoi pas? On pourrait encore essayer. On essaiera par tous les moyens d'aller jusqu'au bout. Ouais. Il y a visiblement un accord au gouvernement. Ça veut dire que modifier au Parlement, c'est ambitieux, on va dire. Oui, il y a peu de chance. Ouais. Il y a eu beaucoup de manifestations au printemps. Je pense au mois d'avril, le 26 avril, si je ne me trompe pas, la dernière. Ouais. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres dans les mois qui viennent, à la rentrée de septembre? Je ne peux pas vous le dire. Je peux vous dire qu'il n'y aura plus rien cette année, puisqu'on est en fin d'année scolaire. Donc là, il n'y aura pas de perturbation. Les examens se tiendront normalement. Pour l'année prochaine, on verra. Et on va surtout axer nos revendications sur les prochaines élections et le programme des partis politiques. Parce que comment tout cela va-t-il évoluer? On n'en sait rien. On n'a pas que l'évaluation comme revendication, hein, n'oublions pas. Hein, ouais. Il y a d'autres. Donc il y aura d'autres dossiers et d'autres inquiétudes qui viendront sur la table. Donc déjà, pas de perturbation des examens, ça c'est déjà un point positif. Étienne Michel, est-ce que vous avez des remarques au Conseil d'État ou au Parlement de la Fédération de Bruxelles dans les semaines à venir sur ce texte? Non, nous avons exprimé un certain nombre de réserves en raison de la lourdeur de ce dispositif. Il ne faut pas s'imaginer que ce texte est le fruit d'une écriture unilatérale des pouvoirs organisateurs, loin de là. Donc nous avons accepté une logique de compromis. Ouais, il y a notamment 6 mois, je pense, entre un avis négatif et puis la saisine du pouvoir organisateur. Et il y a 2 possibilités de recours pour l'enseignant s'il devait être sanctionné. Exact. Voilà, donc ce système reste extrêmement lourd, mais voilà, nous acceptons la logique du compromis et le gouvernement a pris sa décision et nous la respecterons. Joseph Tonnon, votre syndicat et le syndicat libéral ont tous les deux quitté le comité de concertation du pacte d'excellence pour protester contre notamment ce point-là et les autres points de blocage que vous constatiez. Vous pourriez y retourner ou pas? Ou vous allez continuer la politique de la chaise vide? Je dois consulter évidemment mes instances, mais à mon avis, c'est mon avis personnel, il y a peu de chances qu'on y retourne. Pas seulement sur ce problème d'évaluation, mais sur l'utilisation que le politique a fait de ce comité de concertation en disant « mais en fait, vous êtes co-auteur des mesures qui sont prises ». Ce n'est pas vrai. Le comité de concertation, c'était simplement une information. Malheureusement, ça a été mal interprété par nos affiliés et par les enseignants en général. Et donc, je pense que nous n'y retournons pas. Ouais, c'est embêtant que les syndicats ne soient pas là pour continuer à mettre en place le pacte d'excellence. Étienne Michel, ou on fera sans eux? Je pense que ce serait préférable qu'ils soient là. Mais s'ils ne viennent pas, eh bien, nous continuerons dans le contexte actuel. Étienne Michel, directeur général du CEGEC, Joseph Tonnon, président de la CGSP Enseignement. Merci à tous les deux d'avoir été présents ce soir dans Plus d'Actu. Demain, on parlera dans cette émission du quartier de la gare du Midi. Comment peut-on améliorer la sécurité dans la gare, mais aussi dans les quartiers qui sont autour de la gare. On en discutera avec Fabrice Kums, le bourgmestre d'Anderlecht, et avec Jürgen Delancer, qui est le chef de corps de la police de la zone Midi. Puis on sera là aussi, évidemment, d'un matin à 7h25 pour vous informer dans Bonjour Bruxelles. Merci d'avoir été là. Continuez à bien vous informer et à demain.